Bonjour, merci beaucoup pour cette belle invitation et ces échanges extrêmement enrichissants. J'ai beaucoup appris déjà ce matin. Et peut-être que vous ne connaissez pas l'Union de la presse francophone. C'est une bizarrerie, c'est une organisation méconnue alors qu'elle est très ancienne puisqu'elle est née d'une initiative canadienne et française en 1950. Donc c'est ancien, pour réunir les journalistes et les gens de médias de l'espace francophone, avec une double mission, la défense de la liberté de la presse et d'expression, et la promotion du français dans les médias. Ce qui nous place tout à fait d'une manière tout à fait originale, puisqu'on n'est pas un syndicat, il y a plein de syndicats de journalistes, ils font ça très bien. On n'est pas non plus une organisation humanitaire, il y a Reporters sans frontières. On est un espace professionnel qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui est là pour faire avancer des questionnements d'intérêt commun, sans enjeu de pouvoir ni enjeu partisan, et c'est assez reposant, je dois dire. Et je vous invite à aller sur le site de l'UPF, dont j'espère pouvoir relancer les activités aussi au Canada, parce que le temps passant, ça s'est un petit peu endormi, alors que les enjeux, et je vais en aborder un tout de suite, concernant la presse francophone, n'ont jamais été, à mon avis, plus accrus, plus vifs, qu'aujourd'hui, parce que non seulement on a la question que vous connaissez très bien ici au Québec, de la pression des groupes anglo-saxons, mais maintenant on a les Chinois, on a les Turcs, on a parlé de l'Afrique, mais c'est très frappant de voir la progression des médias chinois, par exemple, en Afrique, et donc la lutte pour les médias français, et parler en français, et renouvelée dans la nouvelle géopolitique qui est la nôtre. Alors justement, je voudrais vous parler de la langue française, et plus précisément de la langue parlée par les médias. C'est-à-dire, on parle d'éducation aux médias, mais il y a peut-être aussi un aspect éducation des médias, parce qu'il semblerait que la profession, dont je fais partie, ne s'interroge pas beaucoup sur la langue qu'elle pratique, et qui, je vais essayer de vous le démontrer, se dégrade, parfois se caricature, et n'est pas, je le pense, étrangère finalement à la diffusion de la confusion que nous déplorons tous depuis ce matin. Et je suis très heureuse de tenir ce propos ici au Québec, où la conscience des enjeux linguistiques est beaucoup plus développée que dans mon pauvre pays, la France, et qu'il y a des initiatives très importantes sur la qualité de la langue, y compris dans les médias, qui sont prises ici au Québec, dont on devrait s'inspirer partout, en particulier en France, mais dans l'espace francophone en général. Alors, je vais essayer d'aller crescendo. Vous savez que les journalistes apprennent à s'exprimer d'une manière qui doit être évidemment accessible, pédagogique, imagée, de manière à retenir l'attention de l'auditeur ou du lecteur. Donc jusque-là, tout va bien. Ce qui fait que, par exemple, on va, au lieu de parler des pompiers, on va parler des soldats du feu. Alors on va essayer d'utiliser des expressions vivantes. Alors le problème, c'est quand les expressions vivantes deviennent des automatismes qui parfois sont inadaptés à la situation. Par exemple, j'ai noté des collègues qui faisaient un commentaire sportif, et c'était une épreuve de ski, et le collègue dit et maintenant, la balle est dans le camp des slalomeurs. C'est complètement idiot, parce qu'il n'y a pas de balle dans le ski. Mais voilà, il était dans son idée, il faut que je trouve une image. Bon, ça c'est rigolo comme ça, mais parfois c'est un peu plus compliqué, enfin ça pose un peu plus de problèmes. Par exemple, quand quelqu'un est arrêté, accusé d'un crime, le collègue va forcément dire « il a tout nié en bloc », même quand il n'y a qu'une seule chose. Donc pourquoi dire en bloc? Parce que c'est une expression toute faite, comme ça, qui n'a pas forcément de lien avec la réalité de ce qu'on est en train de décrire. Et parfois, c'est un peu... D'ailleurs, je vous recommande un petit livre dont le titre est « La victime gisait dans une véritable mare de sang ».
étrange titre, eh bien c'est parce que l'auteur, qui s'appelle Françoise Nord, critique justement quand on veut rendre imagée la description d'une scène de crime, on ne va pas dire la personne a été retrouvée par terre ensanglantée, on va faire une phrase, elle gisait dans une véritable mare de sang. Voilà, donc ça c'est l'aspect un peu amusant mais déréalisant, mais évidemment je vais arriver à des choses un peu plus embêtantes. C'est le fait que, par facilité, on va utiliser en tant que journaliste des formules qu'on croit amusantes, imagées, mais qui en fait ne sont pas neutres et peuvent traduire un parti pris dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, quand on décrit un chef d'État, on va dire le président Joe Biden pour les États-Unis, mais on va dire le maître du Kremlin pour Vladimir Poutine. Alors c'est vrai que c'est le maître du Kremlin, ça c'est vrai, mais un journaliste français ne dira jamais le maître du Tchad, alors que le président du Tchad est un dictateur, mais comme c'est un ami de la France, on va dire le président Mahamat Idriss Déby. Donc cette expression maître du Kremlin, c'est vrai qu'elle est marrante, en fait elle traduit un parti pris, qui en l'occurrence peut être vrai dans le cas de Vladimir Poutine, mais qui peut traduire des partis pris, et je pense à la politique française en Afrique, un peu embêtante. Et je ne rentre pas dans le détail de la polémique qu'il y a en ce moment pour savoir s'il faut qualifier le Hamas d'organisation terroriste ou de mouvement de résistance. Moi, je pense plutôt que c'est une organisation terroriste, pour être clair. Mais voilà, la manière dont on désigne les choses, et malheureusement, les médias, les praticiens de l'information ne sont pas toujours assez attentifs à la manière dont ils décrivent les choses et les mots qu'ils utilisent. Donc, voilà. Dans le même ordre d'idées, il semblerait que la langue des journalistes s'appauvrisse par facilité. C'est-à-dire que pour aller vite, parce qu'on pense que c'est plus simple, on va utiliser des mots et un vocabulaire de moins en moins précis, au risque que ça devienne imprécis et confus. Par exemple, il y a un mot qui se répand, qui est impacté. Et à mon avis, impacté est un peu le coronavirus de la langue française, c'est-à-dire qu'il vient remplacer pénaliser, toucher, affecter, meurtrir, abîmer, appauvrir. Et en fait, on perd en nuances. On a même maintenant impacté négativement, alors qu'on a en français toute une richesse de vocabulaire qui nous permettrait quand même de dire des choses plus précises. Alors, il y a un anglicisme qui, dans le même ordre d'idées, est très imprécis, c'est qu'on utilise beaucoup en français de France l'expression « ce n'est pas une option », qui est une traduction littérale de l'expression anglaise « it's not an option ». Alors c'est marrant comme ça, sauf que c'est extrêmement imprécis. Quand vous dites que telle chose n'est pas une option, est-ce que vous voulez dire que c'est impossible, indéfendable, interdit, inadmissible? Tout ça, ça passe à la trappe. Or, le langage journalistique est de plus en plus imbibé, imprégné de ces mots valises qui sont des pertes de sens et un appauvrissement de la langue qui rend difficilement compréhensible la réalité qu'on veut décrire. Alors je vous renvoie à un ouvrage de la sociologue Ingrid Rio-Creux qui s'appelle « La langue des médias ». Elle a étudié toute cette question. Alors je ne partage pas forcément ses a priori politiques, mais elle a une bonne description à partir d'exemples. Elle montre comment le mot « solidarité » a remplacé toutes sortes d'autres mots comme camaraderie, entraide, compassion, altruisme. C'est-à-dire, on va dire par exemple que les membres d'une équipe de football font preuve de solidarité, alors qu'on voudrait sans doute dire plutôt camaraderie. On va dire qu'un village fait preuve de solidarité avec la famille d'une victime d'un enfant disparu. Là, ce serait plutôt de l'entraide. Le président de la République va voir un enseignant, je pense à Emmanuel Macron, pour exprimer sa solidarité après la mort de l'enseignant. Là, ça serait plutôt de la compassion. Voilà, donc il y a des mots comme ça qu'on utilise et qui sont en fait mis à la place de choses extrêmement différentes. Alors ça a été quantifié par un politiste qui s'appelle Christophe Clavé, qui a étudié, mais j'arrive pas à me relire, la diminution du nombre de mots avec lesquels on s'exprime. Alors c'est un problème général,
mais qui affecte les journalistes. On parle avec de moins en moins de mots. Alors c'est un problème en général, parce que ça veut dire que notre expression est plus confuse, plus imprécise, et c'est un problème encore plus pour les journalistes, parce qu'ils sont supposés transmettre des choses, dire des choses. Ils ont un devoir de pédagogie, un devoir d'excellence qu'en fait, ils ne remplissent pas. Alors, Ingrid Rio-Creux, que je vous citais tout à l'heure, qui a écrit La langue des médias, va très loin. Elle pense que une partie de la profession de journaliste, notamment en France, maîtrise de moins en moins bien la langue française et que c'est lié à la faillite de l'éducation nationale dans notre pays. Et c'est vrai, quand on entend, bon, ça sera un autre sujet, ça, certains confrères, on est un peu étonnés. Il y a des phrases qui veulent carrément rien dire. Sur une chaîne d'information continue, je partage ce qu'a dit Richard tout à l'heure, il faudrait interdire ça. Dimanche dernier, on nous expliquait à propos de l'assassinat du journaliste, enfin du professeur d'histoire, là, que donc l'assaillant, celui qui aurait commis le crime, alors on nous explique que le père du tueur avait une influence rigoriste sur lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était écrit en plus, hein, c'est pas la phrase que le confrère a dit comme ça dans la précipitation, c'est écrit, donc, et il l'a lu. Donc voilà, je l'ai relu 3 fois, le père du tueur avait une influence rigoriste sur lui. On veut sans doute dire que son père était lié à des mouvements radicaux islamistes. Bon, voilà. On nous signalait aussi qu'il y avait eu des appels à des alertes à la bombe. C'est sans doute de fausses alertes à la bombe. Voilà. Puis il y a des phrases carrément énigmatiques à propos d'un incident à Marseille, où dans un quartier, il y avait une fusillade. La consoeur commente « Malgré l'heure tardive, la fusillade n'a pas réveillé les voisins ». Alors on veut sans doute dire que, bon, je ne sais pas, finalement, on fera un sondage. Patrick, voilà, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Voilà. Alors après, il y a des expressions qui sont utilisées à l'envers. Par exemple, on nous expliquait que l'assassin présumé du professeur était depuis longtemps sous les écrans radars de la police. Alors qu'en fait, non, c'était le contraire. En fait, il était sur les écrans radars de la police. On nous expliquait, voilà, aussi qu'avec les réseaux, dans une autre émission, qu'avec les réseaux sociaux, il était impossible désormais d'échapper au secret. Alors que c'est sans doute le contraire qu'on voulait dire. On ne peut plus espérer le secret. Et alors dimanche, hommage au grand acteur anglais Michael Caine, dont le confrère sur France Info, une grande radio française de référence, nous explique que Michael Caine a reçu 2 Oscars, l'un pour Le Limier il en a eu un pour Le Limier ou pour le film Le Trésor de Dieu. Alors c'est pas ou qu'il fallait dire, c'est et. Et donc ça c'est pareil, c'est une chronique enregistrée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus... Nous, dans la presse écrite, on a des correcteurs, mais à la radio, apparemment, ils en ont plus. Donc voilà. Alors cette question de l'appauvrissement de la langue, elle est complètement sous-estimée. Ici au Québec, je suis très contente d'entendre qu'on est beaucoup plus réactif et attentif à ça. En France, on ne fait absolument pas attention. Et la question que je voudrais partager avec vous, c'est que je fais un lien personnellement avec la désinformation, c'est-à-dire et à la prolifération du mensonge. C'est-à-dire comment vous voulez lutter contre la désinformation et le mensonge quand vous êtes incapable de décrire correctement la réalité parce que votre langue est pauvre. Alors je fais un lien comme ça, un peu raide, parce qu'on n'a que 10 minutes, mais il me semble que l'un des défis qui nous est posé, c'est pas tellement qu'il y ait des mensonges et de la désinformation. Il y en avait déjà sous Platon. La question, c'est pourquoi ça prend? Pourquoi ça prend? Ça ne devrait pas prendre dans nos sociétés où on a autant de moyens de savoir, où on a des décennies d'éducation derrière nous. Pourquoi ça prend? Ça prend parce que nos sociétés, en fait, ont désappris la vérité. Moi, je pense, j'ai écrit un petit livre d'ailleurs qui s'appelle Dernière nouvelle du mensonge. Je serai en dédicace demain à la librairie Gallimard à 18h d'ailleurs, pour ceux qui sont à Montréal. Simon Jaudoin, hein. Voilà. Je pense que nos sociétés sont devenues structurellement mensongères par incapacité à produire la vérité. Et le langage fait partie de ça. Le langage, la difficulté, l'appauvrissement de la langue fait qu'on est perméable
à la désinformation, on est perméable au mensonge, parce qu'en fait, on a une vraie difficulté à décrire tout simplement la réalité. Donc il faut que je conclue. Alors derrière tout ça, il y a évidemment des enjeux civiques et politiques. J'évoquais tout à l'heure la question de savoir comment qualifier une organisation comme le Hamas, mais sans aller dans des cas aussi horribles, regardez l'évolution du vocabulaire concernant les migrants. Aujourd'hui, on parle d'exilés, parce qu'il y a un choix qui a été fait, un choix politique, éthique même c'est certain, de ne plus parler de migrants, mais d'exilés, pour souligner l'expérience de la personne qui voyage. Mais il y a quelque temps, on parlait de sans-papiers, on parlait de clandestins. Et tous ces choix, je n'en discute pas le fond. J'attire simplement l'attention sur le sens que ça a. Si vous dites un sans-papier, vous ne dites pas la même chose que si vous dites un clandestin. Si vous dites un exilé, vous ne dites pas la même chose qu'un migrant. Or, la plupart des confrères vont utiliser ou reprendre ces mots, il y a beaucoup de mimétisme dans la profession, sans forcément mesurer la charge ou le poids, le sens que revêtent ces choix. Donc il me semble que dans les écoles de journalisme et dans la profession, on doit encore plus s'interroger sur la langue qu'on utilise, et pas uniquement sur sous l'angle très pratique, c'est-à-dire comment je construis une phrase, comment je parle dans un micro, ça toutes les écoles le font, mais sur les biais de langage, sur la qualité de la langue, la précision de la langue, traquer les anglicismes bien sûr, mais aussi traquer les mots valises comme impactés, réfléchir en permanence aux mots qu'on utilise, de manière à essayer de recréer ce qui est le plus important finalement aujourd'hui, un espace public de discussion. L'un des défis auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'espaces communs de discussion. Ce que les réseaux sociaux, qui à mon avis sont plus des symptômes que des moteurs, expriment très bien, c'est le fractionnement de l'espace. C'est-à-dire on préfère son petit mensonge avec le club de gens qui croient les mêmes faussetés que de se confronter à l'altérité et au risque d'une pensée différente, et donc finalement à ce qui pourrait remettre en cause ce qu'on croit. Il y a une préférence pour le mensonge parce qu'il est sécurisant dans des sociétés extrêmement tendues, très dures, et la vérité, à mon avis, ne peut être qu'une construction sociale. Elle ne peut être le produit que d'un espace, et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'Union de la presse francophone, et je crois beaucoup à ce genre de colloque. C'est pour ça que je suis venue de Paris exprès. C'est parce que c'est dans ce genre d'espace qu'on peut reconstruire ce dialogue entre praticiens, élèves, entre profs, entre générations aussi, de manière à essayer de mieux dire le monde, donc de mieux le comprendre, et peut-être pour le changer en bien. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait avec les expressions béquilles comme « du coup » qu'on entend 50 fois à l'heure ou aux 15 minutes dans les médias français? Je parle de la France, oui. Du coup. Du coup. Alors qu'il y a toutefois, cependant, néanmoins, voilà. Une remarque, Marc? Oui, je voulais faire juste une remarque, lui dire pour Anne-Cécile que moi j'ai travaillé à Radio-Canada, et à l'époque il y avait Camille Chouinard. Tout le monde connaît Camille Chouinard. Il était dans la salle des nouvelles et il allait voir les journalistes qui utilisaient de mauvaises expressions. Je parlais avec lui souvent, et il y a toujours eu cet effort dans cette société pour essayer de faire en sorte que les journalistes puissent s'exprimer correctement. C'est pas toujours, mais il y avait ce souci. Et ça, c'était une très bonne idée. Et malheureusement, nous, en France, on n'a pas ça. Une question en salle pour une anecdote, Anne-Cécile. comme on dit. Une question en salle ou sur le Zoom? En salle? Merci Anne-Cécile.